l'invité. Notre invité aujourd'hui, Christophe Dehaye. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, chercheur en résidence à l'école de Paris du management, auteur du livre La transformation, enfin entre autres du livre La transformation numérique et les patrons. Alors on a dit des grandes entreprises classiques qu'elles allaient se faire ubériser massivement. Et puis en réalité on voit que les nombreux grands groupes se sont réinventés. Ça va être le thème de notre discussion. Cette ubérisation massive n'a pas eu lieu. Alors voilà, expliquez-nous un peu quelle était votre idée de départ. Enfin, qu'est-ce qui vous a fait réagir déjà sur ce sujet-là, Christophe ? Donc effectivement, si on revient à l'ubérisation, c'est Maurice Lévy fin 2014, donc ça fait 5 ans. En 5 ans, alors à l'époque sans doute avait-il raison. Aujourd'hui, ce que l'on constate concrètement, c'est que énormément de grandes entreprises, peut-être pas toutes, mais vraiment beaucoup d'entre elles, vivent des transformations vraiment profondes, absolument intéressantes. Et ce qui est troublant, c'est que par ailleurs, on nous parle en permanence de start-up. Effectivement, les start-up c'était intéressant, et il y a un glissement. On est toujours sur la Startup Nation et il se passe des choses. Cet été, voilà, on en sort. Il s'est passé quelque chose de très important. Le cours d'Apple a équivalu à un moment à exactement le CAC 40. Une semaine plus tard, il est 25% au-dessus de l'ensemble du CAC 40. C'est 2200 milliards. Alors, enfin voilà. Voilà, 2200 milliards, 2300 quasiment. Donc c'est vraiment pas un petit peu au-dessus. On pourrait dire bon, le CAC 40, qu'est-ce que c'est, etc. Mais non, c'est une des pépites françaises. Nos grandes entreprises, c'est comme ça qu'on est connu. Si vous prenez le DAX, c'est pareil. C'est à peu près l'équivalent du CAC 40, etc. Je vais même aller plus loin. Si vous prenez les GAFAM, c'est 7700 milliards à elles toutes. Vous divisez par 5, ça fait de nouveau 1500 milliards. Donc en gros, un CAC 40. Donc un GAFAM égale un CAC 40. C'est assez hallucinant. Donc c'est un symptôme. Un symptôme de quoi ? C'est un symptôme que l'on ne croit pas, enfin les marchés financiers, excusez-moi, les marchés financiers ne croient pas à l'avenir des grandes entreprises. On regarde pas les revenus, on dit oh oui, les bénéfices, oui non mais... En fait, demain, si ça se trouve, tout ça va disparaître. C'est ça. On voit, je prends l'exemple de la voiture, on voit Toyota qui est valorisé de 200 milliards, Tesla a encore pulvérisé 500 ou 700 milliards, et voilà, et Tesla sort beaucoup moins de voitures que Toyota. Alors on peut dire, oui, c'est un épiphénomène, mais c'est très important. La valorisation des entreprises, c'est ce qui leur permet de racheter, de se financer. Donc c'est à la fois un symptôme et c'est une menace. Alors ça, c'est une première chose. Donc ce phénomène est un vrai problème à comprendre. Et quand on revient sur ce qui nous a occupé depuis 5 ans, c'est-à-dire les startups, en fait, les startups, c'est pas ça qui est important, c'est les licornes. Donc les licornes, c'est des startups de moins de 10 ans, de plus d'1 milliard de dollars. C'est les data IQ, comme on en a parlé cette semaine. De valorisation. Quand on regarde un petit peu, il y en a 490 dans le monde. Voilà. Sur 490, il y en a la moitié qui sont tout simplement aux États-Unis. Un quart en Chine, il reste plus grand-chose. Alors en France, on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on en a 6. On nous en annonce 25, 30 pendant les 5 ans. C'est crédible, hein. On va les avoir. Ça n'empêche, on restera une nation de seconde zone, une startup nation de seconde zone, de deuxième catégorie. Il faut le faire, la question n'est pas là. Mais attention à ne pas oublier ce qui fait aussi nos forces, c'est-à-dire les grands groupes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est même plus les licornes, c'est les décacornes. On n'en a aucune. Elles sont ou chinoises, ou américaine. Et pour vous, on ne regarde pas assez ces grands groupes qui se sont, alors on va citer les L'Oréal, alors certains avec l'effet Covid évidemment ont perdu quelques plumes, quoique on voit dans le monde de la voiture ça commence à revenir un tout petit peu, mais voilà, pour vous on doit parier davantage sur des L'Oréal, des LVMH, des Total, des sociétés comme celle-ci. Alors effectivement, je n'ai pas forcément dit toutes, je n'ai pas dit, ça se limite pas au CAC 40, mais nous ce que nous observons avec le Paris du management, où nous étudions ces entreprises cas par cas de manière assez approfondie, c'est que ces transformations sont vraiment impressionnantes. Je vais prendre un exemple. Orange, en tout cas sur la partie africaine, aujourd'hui est passé de 10 millions de clients à 120 millions de clients. C'est pas rien, 120 millions de clients. Avec entre autres, pas seulement, mais entre autres, Orange Money. À partir d'Orange Money, ils reviennent en France, pas en direct d'ailleurs, mais ça fait Orange Bank. Localement, c'est devenu tellement important qu'ils peuvent se mettre dans la e-santé, dans l'agriculture, dans l'éducation. Donc, c'est quelque chose qui est une suite de rebonds à une vitesse assez vertigineuse et qui crée de la richesse
on estime que 2% des populations africaines sont sorties de la misère grâce à ces offres bizarres. Utiliser un téléphone, pas de haute technologie, un téléphone ancienne mouture, pour échanger de l'argent, etc., ça peut être absolument essentiel. Donc voilà un exemple parmi d'autres, mais on avait parlé, la dernière fois que j'étais venu, du groupe Casino. Le groupe Casino, quand vous regardez les initiatives stratégiques prises depuis ces 3 dernières années, c'est juste hallucinant en termes de vitesse, d'exécution et notamment en termes de positionnement par rapport aux partenariats stratégiques, notamment avec des GAFAM, avec Amazon, avec lequel ils sont à la fois un concurrent frontal avec leur filiale Cdiscount et en même temps un partenaire avec Monoprix ou Naturalia. Donc vous voyez, vous avez des choses. Ce que vous dites, Christophe, c'est qu'il faut un peu qu'on remette des gros coups de zoom sur ces grands comptes et tout ça, et qu'on arrête notamment dans la valorisation. Alors bon, on n'arrêtera pas les boursicoteurs de faire d'investissement, voilà. Mais il faut qu'ils regardent d'un peu plus près tous nos grands groupes qui sont en train de profondément se renouveler. Mais c'est collectif. Notre vision, notre erreur de vision, elle est collective. J'ai parlé abondamment des marchés financiers, mais les jeunes talents, on les pousse vers les startups. On leur dit c'est les startups ou l'ennui. Aujourd'hui, dans une grande partie des grandes écoles, c'est à peine un tiers des sortants vont dans les grandes entreprises. Voilà. Ce n'est pas forcément la meilleure chose que d'avoir une première expérience en start-up. Pour certains, oui, pour d'autres, c'est pas évident. Etc., etc. Dans les produits, en tant que consommateur, on nous dit en gros, soit vous avez des produits cool, soit vous avez des produits qui respectent votre vie privée. Vous parlez d'un choix. Bon, il faut qu'on sorte de ça. L'innovation, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus complexe que seulement la disruption. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grands groupes communiquent mal sur leur innovation? Parce que on en parle assez régulièrement, nous, notamment sur BFM. Mais... ils communiquent mal pour plein de raisons. C'est que comme ils étaient... Reconnaissons-le, ils étaient quand même un peu mal pris quand Maurice Lévy a sonné le tocsin. Tout le monde se pose la question. Puis on voyait la musique qui partait, il y avait de quoi. Culturel. Et donc, ils sont précipités sur justement ce mode start-up. Est-ce qu'on rachète des start-up? Est-ce qu'on se met à être agile? Est-ce qu'on fait tel ou tel? Est-ce qu'on adopte? Est-ce qu'on fait un incubateur? Donc tout ça, ça aide à ce que tout le monde se dise, finalement, puisque les grandes entreprises nous disent elles-mêmes qu'elles n'ont rien à nous dire, si ce n'est que copier les modèles. Mais ça, c'est qu'une partie de la réalité. La réalité, c'est que de l'autre côté, dans ces grands groupes, il se passe des choses incroyables, dont ils parlent peu parce que c'est des choses qui se font sur plusieurs années. C'est vrai, je vous interromps, je vous coupe parce qu'on en a parlé beaucoup cette semaine. Zoom, donc la société de visioconférence, aujourd'hui sont valorisés 4 fois Orange. Zoom, ils font de la visioconférence. Orange, je ne vais pas détailler tout leur métier, et y compris leur forte poussée en Afrique. Il y a quand même, voilà. Après, c'est le problème des investisseurs. Mais je vais reprendre Orange. Orange, vous filialisez la partie Orange Afrique, d'ailleurs ils y pensent, et vous la vendez à New York, et ça vaut plus, au moins autant, si ce n'est plus, que l'ensemble du groupe Orange. Donc il y a effectivement un problème d'explication qui n'est pas que vis-à-vis des marchés financiers, qui est aussi vis-à-vis des jeunes talents, qui est aussi vis-à-vis des consommateurs. On sait ce que font les GAFAM avec nos données. Les gens comme Accor, qui aujourd'hui ont fait vraiment un programme absolument incroyable, et évidemment suivent les données, comme Casino, etc., le font avec une éthique qui n'est pas du tout la même que les GAFAM. Donc il faut qu'on reprenne des vraies lunettes et qu'on regarde un petit peu tout ça en se disant, ok, les startups c'est très bien, ça a été une période incroyable pour... Il faut que ça continue d'ailleurs. Et évidemment, il faut que ça continue. Mais attention à ce que ce discours ne réduise pas tout à la start-up. Et par exemple, nous, on a on voit des choses. Le Figital, c'est la partie la plus connue aujourd'hui. Comment on mélange justement des actifs physiques avec du... Mais il y a plein d'autres choses. Vous avez... on parle certains chercheurs parlent de disruption systémique, c'est-à-dire des disruptions de l'ensemble d'un secteur. Il n'y a qu'un grand groupe qui peut faire changer complètement un secteur avec tous ses partenaires, etc. Une start-up n'a aucune chance d'y arriver. Amazon peut-être, mais à part ça, voilà. Donc il y a plein de sujets qui sont des sujets de grands groupes qui sont tout simplement pas concevables pour une start-up. Et que l'on voit moins sans doute, parce que comme c'est un gros paquebot, voilà, quand un gros paquebot vire de bord, on le voit qu'au bout de 2 kilomètres. Oui, et puis en France, reconnaissons aussi que on a appris à détester nos grands groupes du CAC 40, que peut-être elles ont eu des pratiques mais
si on regarde ces pratiques-là, regardez les GAFAM, elles ne payent pas leurs impôts, encore moins que ce qu'on a pensé être les optimisations fiscales du CAC 40, etc., etc. Les pratiques sociales sont largement discutables. Donc, on a un regard vraiment complaisant vers la start-up, et derrière la start-up, en fait, on est encore plus complaisant avec les GAFAM. Je vais juste quand même vous donner un chiffre. Quand vous prenez la valorisation de toutes les licornes, c'est 1500 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du CAC 40, c'est-à-dire l'équivalent de un GAFAM. Voilà. Donc on a tout ça pour un GAFAM. Bon, c'était important de vous écouter aujourd'hui, Christophe. Donc coup de poing sur la table, on disait regardez un peu ce que font nos grands groupes. Elles sont là. Hein. Moi, je dis toujours ça. Je dis nos licornes, elles sont là. Hein. C'est L'Oréal dans le monde du luxe, c'est dans la santé. Enfin voilà, on a tout un tas de domaines et même nos grands distributeurs qui bougent beaucoup. Moi, je les appelle des phénix. C'est des entreprises qui renaissent, qui se réinventent. Et pour faire le parallèle avec les licornes, voilà, je propose de les appeler les phénix. Eh bien, on va les appeler les phénix. Allez, c'est décidé. On le décide aujourd'hui sur ce plateau. Merci Christophe Day. Je rappelle, vous êtes chercheur en résidence à l'École de Paris du Management, auteur du livre La transformation numérique et les